nous allons revenir sur l'ensemble de ces enjeux avec là aussi des spécialistes. Donc je vous demande maintenant d'accueillir le professeur Delphine Capdevielle, chef du service de psychiatrie au CHU de Montpellier. Jeanne Sio-Fachin, psychologue clinicienne, psychothérapeute, créatrice du réseau Cogito Z, et son dernier ouvrage Un printemps pour soi est le fruit de son journal de confinement. Il est donc paru aux éditions Odile Jacob et vous le trouverez auprès de notre libraire. Je vous demande également donc d'accueillir Philippe Ribouet, qui est le directeur général de la région sud-est de Kaufmann et Broad, et donc le témoignage aussi d'un étudiant. Nous avons donc choisi d'accueillir un étudiant en droit qui est Arthur Olive, qui est étudiant en 3e année à la faculté de droit et de sciences politiques de Montpellier. Vous êtes également président de la Corpo Droit et Sciences Po de Montpellier. Et pour animer nos échanges, Béatrice Parinaud, donc, qui est rédactrice en chef du Point. Donc Béatrice, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce confinement et de ce déconfinement qui a vraiment été une période très particulière? Merci Hélène, merci à vous de vous être déplacée, merci aux personnes qui nous suivent sur Internet. Bonne question Hélène, et je l'adresse aux spécialistes. Sur quels troubles en fait cette situation a-t-elle débouché, voire est-elle en train de déboucher? Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors cette question elle est vaste, je vais essayer de faire bref. Déjà elle a débouché pour des complications dans le suivi des personnes qui présentaient déjà des troubles, notamment des troubles psychiques graves, dont les prises en charge ont été interrompues et ont été rendues compliquées, comme notre vie à tous, mais ils ont vécu la même chose pendant le confinement. Mais elle a aussi débouché sur de nouvelles pathologies, de nouvelles difficultés pour des personnes qui étaient peut-être plus vulnérables et dont la situation, en effet, par les problématiques qui ont été décrites, soit d'isolement total, brutal, notamment des fois chez certaines personnes âgées qui se sont retrouvées totalement isolées, soit des étudiants, on pourra en reparler, soit au contraire de se retrouver confinés avec 4 enfants à faire la scolarité et le télétravail. Tout cela a pu générer des symptômes d'anxiété, de troubles du sommeil. On a vu aussi des addictions et donc des difficultés émotionnelles, timiques, dont on voit encore les conséquences à l'heure aujourd'hui, et notamment avec cette incertitude toujours présente et qui reste source majeure de troubles émotionnels. Jeanne Sio-Fachin, justement, l'incertitude, c'est peut-être l'élément majeur et qui rend tout ça compliqué, même trouble peut-être pour vous? Oui, bonjour, merci beaucoup de me donner l'occasion de participer à cette table ronde et merci de me donner l'occasion de parler de ce sujet que je trouve particulièrement essentiel et dont on a finalement très peu parlé, c'est-à-dire de la santé psychologique. On a effectivement beaucoup, et à juste titre bien sûr, parlé de la santé autour du virus. On a beaucoup parlé d'économie et des incidences économiques, et bien sûr, c'est particulièrement important, mais on n'a pas parlé, et dans ce fameux conseil scientifique auprès du gouvernement, il n'y a personne qui se préoccupe de la santé psychologique. Or, nous avons eu l'opportunité de mettre en place, dès le premier jour du confinement, une hotline psychologique H24, où on était une 50aine de psychologues à se relayer et à répondre, bien sûr, gratuitement au téléphone. Et la détresse des personnes était majeure, qui pouvait aller d'une détresse assez ordinaire, assez quotidienne, à une personne qui appelle en disant « Voilà, je suis sur le bord de mon balcon, donnez-moi une bonne raison de ne pas sauter, parce que de toute façon, je n'ai plus de boulot, parce que de toute façon, je suis déjà très, très isolée socialement, je n'ai pas de famille, je n'ai plus de famille, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que va être demain ?» Et je trouve que le post-confinement aussi n'a pas du tout fait cas de cette santé psychologique, et en particulier, alors j'y suis particulièrement sensible. Alors j'ai mon portable sur les genoux parce que j'ai mes notes, pas parce que j'envoie des textos à des copains en même temps. Merci. Voilà. Mais je suis particulièrement sensible à tout ce qui peut toucher l'enfance et l'accompagnement des enfants et la scolarité. Et toute cette rentrée masquée, là, je parle de la rentrée de septembre 2020, donc on est à aujourd'hui, est quelque chose qui est très douloureux et très complexe à vivre, non seulement pour tout le corps enseignant, mais aussi pour les enfants, qu'ils aient 3 ans, qu'ils en aient 18, même les étudiants. Et donc,
tu pourras témoigner de ta place d'étudiant, mais c'est essentiel d'accompagner ces personnes-là. Les enfants, ils sont en souffrance aujourd'hui à l'école. C'est très compliqué de vivre masqué dans une classe. C'est déjà très difficile de rester des heures dans une classe sans bouger, mais quand on est derrière un paravent comme ça, qui nous coupe du monde, qui nous coupe des expressions des autres, alors qu'on sait que 50% de la communication passe par la communication non verbale et essentiellement par le visage, pour que les enfants soient concentrés et attentifs, pour que nous aussi, les adultes, nous soyons concentrés et attentifs, nous avons besoin de l'ensemble du fonctionnement du corps. On a besoin du corps. Le corps est notre instrument pour être présent, pour être attentif, pour être motivé, pour s'engager dans une tâche, quelle qu'elle soit. Et on nous coupe de cette possibilité. Enfin, quand je dis on, je ne suis pas du tout contre, je ne me positionne pas du tout pour ou contre le masque, ni je dis aucun, enfin, j'ai un point de vue personnel, mais je ne parle pas du tout des consignes sanitaires là. Hein. Je parle simplement sur un plan psychologique des incidences que ça peut avoir. Et les enfants se retrouvent dans une situation où il leur est quasiment impossible de rester centrés sur ce qu'ils vivent pendant toute une journée. Les adultes nous-mêmes, tu me disais toi-même, non, c'est pas toi. Tout à l'heure, quelqu'un du point me disait que effectivement, à la fin de la journée, on est fatigué avec un masque, mais parce qu'on se rend pas compte les efforts cognitifs complémentaires que ça nous suppose en permanence d'aller activer pour pouvoir rester dans un fonctionnement où on est présent et engagé dans ce qu'on est en train de vivre. Et nous, on a créé un collectif qui s'appelle Cocorico pour collectif Covid, risques psychologiques et pédagogiques collaborons avec des psychiatres, des pédiatres, des professionnels de la santé, des personnes de l'éducation nationale et des enseignants pour accompagner concrètement, pas pour être dans le blabla, mais pour accompagner concrètement qu'est-ce qu'on peut faire toute une journée à l'école avec des enfants qui sont masqués. Comment on peut les aider à exprimer leurs émotions? Alors par exemple en mettant des couleurs au bout des doigts, en levant le doigt pour exprimer une émotion, en faisant des rondes dans la cour sans masque, à des distances de sécurité pour qu'on voit les visages. Un enfant qui rentre à l'école, qui ne connaît pas les enfants de sa classe, qui ne connaît pas sa maîtresse, c'est impossible. Donc il y a des moments comme ça où c'est essentiel qu'on se voit et qu'on puisse sentir qu'on est présent les uns avec les autres. Et dans cette première question, je terminerai sans le développer, mais j'adorerais qu'on y revienne, sur le fait que si on essaye de voir le côté du verre à moitié plein, nous avons là une opportunité exceptionnelle d'introduire enfin cette ressource essentielle dans nos vies, et en particulier dans l'éducation des enfants, que sont les compétences émotionnelles et les compétences prosociales. Alors pour les entreprises, c'est la même chose. Il est indispensable qu'on utilise cette fenêtre d'ouverture où on ne peut plus du tout retarder et dire que oui, qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas les moyens, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas la possibilité. C'est maintenant. Arthur, toi tu es étudiant ici en fac de droit. Qu'est-ce qui est le plus dur finalement pour toi de vivre? Bon, grâce à Ajaccio Fachin, tu as franchi le pas, tu as enlevé ton masque, tu as été influencé par le discours. Le plus compliqué, c'est quoi? C'est le port du masque, c'est ne pas sortir. Est-ce que toi, tes copains, vous avez le moral? Alors, le moral chez les étudiants, c'est une vaste question. Effectivement, ça a beaucoup d'importance et ça a beaucoup influencé la santé mentale des étudiants. D'ailleurs, on a des analyses là-dessus. On a eu des recherches qui notent du coup un taux alarmant de la recrudescence de l'anxiété chez les étudiants, d'états de dépression. Personnellement, j'en suis encore assez sain et sauf. Sinon, je sais que j'ai des proches aussi qui sont en difficulté, oui. Le plus dur, c'est pas de se séparer de la vie étudiante, même si elle est importante, je pense, et que c'est un moyen pour se développer sa personnalité. Le plus dur, c'est l'état d'incertitude, et ça, on l'évoquait tout à l'heure. Les études, c'est très anxieux, c'est un milieu très anxiogène, à la fois à cause d'une précarité financière qui nous touche tous, une insécurité de l'emploi, parfois des difficultés économiques. C'est aussi des examens, des taux de connaissances à connaître,
des travaux dirigés qui sont parfois très lourds pour les étudiants. Et cette incertitude de ne pas pouvoir se programmer que sais-je, un programme de révision, parce qu'on ne sait pas si les établissements vont fermer du jour au lendemain, parce qu'on ne sait pas comment vont développer nos plaquettes de connaissances, notre moyen d'être évalué dans nos connaissances, c'est prompt également à l'anxiété. Alors, c'est vrai que le fait de se retenir du coup de notre vie étudiante, ça peut avoir des impacts, mais c'est, je pense, minime vis-à-vis de tout le reste de la situation. Mais est-ce que tu ne crois pas que... Enfin, pardon, peut-être que je ne dois pas reprendre la parole. Non. Mais est-ce que tu ne crois pas que, en fait, dans le fond, ce qui est essentiel justement, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous en parliez, on parle de risques, on parle de conséquences, on parle de peur, on parle d'incertitude, mais il y a un enjeu majeur qui est la tolérance à la frustration, parce que ça c'est vraiment quelque chose auquel on est confronté. Mais est-ce que tu ne crois pas que justement, aujourd'hui, enfin est-ce que vous ne croyez pas d'ailleurs les uns et les autres, que tout l'enjeu, c'est de garder une motivation intrinsèque. On sait tous qu'on a la motivation extrinsèque, c'est-à-dire la motivation de la réussite, du salaire à la fin du mois, de la promotion sociale, d'un examen, d'une fin d'études, etc. Mais que ce qui est le plus important dans la vie, dans le fond, c'est la motivation intrinsèque, c'est-à-dire de s'engager pour ce qui est important pour nous, pour ce qui nous fait plaisir, et que c'est là qu'on va sécréter de la dopamine, qu'on va sécréter aussi de l'ocytocine, qu'on va sécréter des endorphines qui sont les hormones du plaisir, et qui sont quand même les hormones qui vont nous permettre d'être immunisés contre le stress. C'est-à-dire que d'avoir peur et le cortisol, ça a aussi une incidence sur le risque plus important de tomber malade. Alors que si on est dans une possibilité de déclencher des hormones autour de cette motivation intrinsèque, c'est-à-dire que quelque part, est-ce qu'on ne peut pas trouver une façon quand on est étudiant, enfin, une fois encore, c'est une proposition, enfin, c'est une réflexion en tout cas, pour être vraiment dans cette motivation intrinsèque par rapport à son propre engagement, pourquoi j'ai choisi cette voie-là, qu'est-ce qui est important pour moi, et finalement que l'examen ait lieu au moment où c'était initialement prévu ou pas, c'est pas ça qui est important. Et est-ce que vous, les étudiants, il ne faut pas que vous fassiez quelque chose qui me paraît essentiel pour traverser pour tout le monde cette période si trouble. Soyez fiers d'appartenir à cette génération Covid. C'est quand même incroyable cette période que nous traversons tous ensemble. Ça n'est jamais arrivé dans le monde entier. Au niveau de la planète, on traverse une période exceptionnelle. La petite histoire individuelle que nous vivons tous fait partie aujourd'hui de la grande histoire. Nous serons tous, pas individuellement, mais collectivement dans les livres d'histoire. Vous êtes cette génération d'étudiants. Soyez fiers de faire partie de cette génération Covid. Soyez fiers. Je voudrais parler du monde de l'entreprise. Vous, c'est inscrit dans le droit français. Vous avez une responsabilité vis-à-vis de la santé mentale de vos salariés. Cette responsabilité s'est accrue avec ce qu'on appelle la fameuse responsabilité pénale. Là aussi, une incertitude. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais peut-être qu'un jour, vous vous retrouverez malgré vous au tribunal parce que vous serez traîné par un salarié qui vous reprochera plein de choses. Comment vous faites au quotidien à maîtriser ce qu'on vous demande, à vous former vous-même à cet accompagnement qui avant était assez faible et aujourd'hui se renforce? Comment vous détectez quand un salarié va pas bien et qu'est-ce qui relèverait de cette période et qu'est-ce qui relèverait d'un sentiment plus global de mal-être? C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, on est dans cette incertitude forte qui se traduit aussi dans des chiffres. Donc chez nous, c'est très concret, c'est-à-dire que les baisses de chiffre d'affaires, la baisse d'activité est très forte et donc accélère ou augmente encore plus ce stress, j'allais dire, sur l'avenir de tous nos collaborateurs, mais de toutes les entreprises. Et donc notre première réflexion, c'est-à-dire que dans le COMEX de Kaufmann et notre président a dit, la première chose que l'on va faire, c'est de garantir le salaire de tous les collaborateurs. Quand bien même il y a une période de chômage partiel, on va donner la possibilité, et alors c'était déjà, il se trouve qu'on était un petit peu en avance, tous les collaborateurs ont des ordinateurs portables et donc la possibilité de travailler chez eux. Alors on verra ensuite que ça a soulevé d'autres problèmes
de travailler chez eux, et parce qu'on a une culture d'entreprise, et dès que vous externalisez les gens, cette culture d'entreprise peut se déliter, on y reviendra. Et donc, on a d'abord donc posé un cadre pour rassurer, j'allais dire, tous nos collaborateurs dans leur fonctionnement et dans leur travail en mettant des rituels. C'est-à-dire que cette maladie aussi invisible, hein, donc on a mis des plexiglas pour séparer les gens, les masques, un rituel de lavage des mains donc, qui a été imposé à toutes les personnes, parce qu'on sait qu'essentiellement ça se transmet par les mains, hein, c'est-à-dire que quelqu'un touche une poignée qui a été infectée ou un stylo qui a été infecté, s'il ne se lave pas les mains régulièrement, ben, il va porter forcément, quand il est tout seul dans son bureau sans masque, la main à la bouche, ou se gratter le nez ou l'œil, et puis c'est comme ça qu'il va être infecté. Et donc en faisant ça, on s'est aperçu assez rapidement qu'on a pu, par ces rituels et cette rigueur, éviter, en tout cas à l'intérieur de l'entreprise, la problématique. Ça ne nous a pas empêché des cas de Covid, mais ces cas de Covid sont intervenus dans le milieu familial. Et donc là, cas contact, mise en œuvre de procédures, de vérification, de tests, d'isolement des personnes. On a été sur une mise en œuvre très rigoureuse d'évitement de propagation de virus. Et donc ça s'est plutôt bien passé, quelles que soient les agences où c'est arrivé, puisqu'on a été touché un petit peu partout en France. Et donc ça a plutôt bien fonctionné. Après, une fois qu'on vous mettez ces gens en sécurité, j'allais dire psychologique, vis-à-vis de leur emploi, de leur salaire, etc., ça n'empêche pas, comme disait madame, on est dans le cadre extrinsèque, d'avoir un côté émotionnel de gens qui, pour nous, se traduisaient par de la fatigue mentale forte au travail. Et donc, donc on avait mis tout le monde en télétravail, et donc on a ramené les gens à l'intérieur de l'entreprise avec des procédures et des distances, alors que j'appelle pas ça social, mais plutôt sanitaire, hein, parce qu'il n'y avait pas de distanciation sociale, hein, les gens se connaissent, et il n'y a aucune raison qu'ils ne continuent pas à travailler dans la bonne humeur chez nous. Et donc essayer de leur donner le goût et de se dire, non mais c'est difficile, mais on va y arriver quand même. Et donc on va donc repositiver la situation. Par exemple, si on avait voulu installer le télétravail de façon, j'allais dire, très verticale, vous travaillez 2 jours par semaine chez vous parce que c'est la nouvelle décision d'entreprise, je ne suis pas sûr qu'on y serait arrivé. Il y a 2 verbes qu'on entend beaucoup, je ne sais pas dans quelle mesure ils vous feront réagir. D'un côté, il y a responsabiliser. Il faudrait qu'on soit tous responsables. Et de l'autre, il y en a qui nous répondent arrêtez de me culpabiliser. Est-ce que pour vous, on est dans cette situation-là, dans un entre-deux, on est plutôt dans l'autre? Dans votre entreprise, par exemple, on parle beaucoup, vous avez parlé de télétravail. Est-ce que ceux qui revendiquent ou souhaitent télétravailler ne vivraient pas une culpabilité à ne pas venir dans les locaux? Comment on repère ça? Comment on les déculpabilise? Mais est-ce qu'on n'a pas intérêt, moi j'ai adoré quand vous avez dit, enfin pardon, je n'ai pas pu m'empêcher de faire des associations d'idées, mais vous avez parlé de rituels. Et vous avez insisté sur tous les rituels de se laver les mains, de faire attention, donc autour de la peur de la propagation. Mais il y a vraiment quelque chose qui est magique dans les entreprises aujourd'hui, je crois, et vous qui êtes chef d'entreprise, j'adorerais que vous essayiez de le faire. Mais de mettre en place des rituels positifs, justement, des rituels qui réconfortent. C'est-à-dire, on arrive en vrai dans une entreprise, alors qu'on est resté longtemps chez soi, de pouvoir avoir un vrai moment où on se regarde, où on se le dit, où on partage des moments où on est heureux d'être ensemble. C'est-à-dire des rituels qui font qu'il y ait des moments où on peut sentir ce sentiment de sécurité interne, parce que c'est important, la sécurité dans une entreprise, de se sentir appartenir à une entreprise, heureux d'être ensemble et de ritualiser ça. Et pas uniquement des rituels contre, mais des rituels pour. Alors, vous faites bien de le dire parce que je viens de créer sur le Sud-Est un service que j'appelle de qualité et expérience client, hein, puisque nous vendons des logements essentiellement, et puis nous fabriquons des bureaux pour les entreprises ou des hôtels ou des résidences étudiantes, puisque je vois qu'il y a un étudiant, ou des résidences pour personnes âgées. Et donc, ce que j'ai mis en place dans ce service-là, qui est donc pour nous l'œil du client, hein, donc, qui travaille là-dessus, je dis vous avez une des missions la plus importante, c'est bien évidemment qu'on respecte nos pratiques professionnelles,
Mais je veux aussi que vous mettiez en place des rituels avec nos clients, c'est-à-dire que par exemple on fait une livraison, habituellement c'est un moment plutôt anxiogène pour nos clients, et technique, et puis pour nos collaborateurs aussi, parce qu'ils ont peur d'avoir mal fait la réception, etc. Et donc on a mis en place toute une sorte enfin, tout un process, là, je dirais amont, pour que ça se passe bien. Mais aussi, j'ai dit, si on reste dans ce cadre-là, comme vous dites, on est toujours dans la protection ou dans un cadre de respect de règles. Et je dis, vous livrez, et je veux qu'il y ait des moments magiques. C'est-à-dire, vous pouvez filmer avec l'autorisation du client et dire, voilà, souriez, regardez, on va faire ça, on va envoyer ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on le mette sur les réseaux sociaux, pour vos amis? La remise, par exemple, des clés n'est pas faite uniquement avec une bouteille de champagne. Ça peut être, par exemple, aussi en offrant un livre, parce qu'il y a une histoire qui se passe dans ce cadre-là, ou en offrant autre chose que, j'allais dire, le simple porte-clés que l'on peut mettre, et le marquer de façon à ce que ce soit fait de façon différente. Mais même, justement, d'insister, et bravo, super, mais d'insister sur le moment de partage, de pouvoir dire à ses clients, mais qu'est-ce que vous ressentez là? Vous êtes dans qu'est-ce que vous ressentez? C'est-à-dire que ça soit l'occasion de partager émotionnellement sur un moment quand même quand on achète un bien immobilier. Je vais vous interrompre juste tous les deux. Je vous sens rêveur et très positif. Et moi, je suis journaliste, donc je suis avocat du diable. J'ai envie de dire, est-ce que tout ça n'est pas... Laisse-moi finir ma phrase, s'il te plaît. Je finis ma phrase après. Très courte, une phrase très courte. Mais, et donc d'être dans ce moment où qu'est-ce que vous ressentez et de quoi vous auriez besoin pour vous sentir encore mieux. Voilà, 2 phrases clés. Qu'est-ce que vous ressentez, de quoi vous avez besoin? Alors ça fait partie de nos questionnaires à chaud. Alors, bravo à vous deux qui êtes positifs et merci de nous faire avoir une petite banane. Mais c'est très... Voilà, vous êtes 2. C'est localisé, on va dire. Mais comment, collectivement, finalement, on peut faire face à cet afflux d'informations qui arrivent vers nous, à cette poussée du complotisme, disons-le, on l'entend, on n'arrête pas de dire, on nous raconte n'importe quoi, il y a des médecins qui viennent sur les plateaux, qui nous disent tout et son contraire. Il y aurait aussi, nous, journalistes, qui participons de cette confusion. Professeur, comment faire à part s'auto-convaincre que... Non, alors je vais rejoindre mes collègues. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments positifs qui sont ressortis. Ils sont ressortis dans le soin aussi. Une des choses très particulières de ce qui nous est arrivé au mois de mars, c'est qu'on a dû s'adapter du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, on a dû mettre en place des moyens nouveaux, parfois avec des moyens dont on parlait depuis des années, mais on ne se lançait pas parce qu'il y avait tel petit frein, telle chose. Et ce qu'on pensait être des montagnes qui nous empêchaient de le faire, et là, on n'a pas eu le choix. Et par exemple, je pense à tout ce qui est la téléconsultation, la télémédecine, qui a été développée de façon quand même incroyable, avec des résultats extrêmement positifs pour le suivi des patients. On a pu avoir accès à des personnes avec lesquelles on n'avait pas de contact parce que la téléconsultation a été possible, parfois avec leur famille alors qu'on ne les avait jamais vus. Et donc tous ces éléments positifs ont entraîné en effet une motivation dans le soin qui a été très importante au mois de mars. Au mois de mars, cette motivation, elle était là. Pour certains soignants, les premiers jours ont été difficiles. Il a fallu se retrouver une place et... Quand on ne travaillait pas en réa, à un moment donné, on s'est dit, mais à quoi je sers dans le soin quand je vois ce qui se passe ailleurs? Quelle est ma place, moi, en tant que soignant? Et chacun a dû retrouver sa place et se la reconstruire. Et ça a été extrêmement important, extrêmement positif. Maintenant, le problème, je dirais, c'est la longueur. Ça se poursuit. Il faut garder cette motivation et cette inventivité et ce plaisir dans le soin. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à poursuivre. Et en effet, avec tout ce dont vous avez parlé, on se retrouve confronté maintenant avec parfois des oppositions, des réflexions dont on ne comprend pas la portée, dont il faut arriver à se protéger, je pense. Mais comment on se protège? En éteignant la télé Je pense qu'il faut en effet avoir des moments de pause d'information, peut-être de choix d'information, de pause de réseaux sociaux, qu'on soit dans un sens ou dans un autre, donc ou pour ou contre, peu importe, mais de garder, c'est pas une question de changer ce que l'on pense, mais d'arriver à se créer ces moments-là, en effet, où on peut retrouver des éléments de la vie d'avant avec ses proches, de façon
peut-être plus intense parce que ce milieu c'est quand même rétréci, hein, et peut-être moins large, mais peut-être d'une qualité plus importante. Et il faut qu'on arrive à pouvoir, en effet, comme ça, arriver à se protéger. Mais est-ce qu'on doit faire notre deuil de notre vie d'avant ? Je ne crois pas, mais merci de dire ce que vous avez dit, parce que en vous entendant parler, je me disais, ce qui est important aujourd'hui sur la longueur, parce que précisément, personne ne sait. Donc ça, il faut qu'on le prenne comme un état de fait. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de se poser la question. Personne ne sait. Personne. Ni les médecins, ni les scientifiques, ni les neurobiologistes, ni les infectiologues, ni les chefs d'entreprise, ni le gouvernement. Personne, ni le monde entier, personne ne sait. Est-ce que, là encore, ce n'est pas important de développer quelque chose ? Alors, pardon de le dire comme ça, parce que ça peut faire un peu illuminé, mais ce n'est pas du tout mon cas. Une troisième voie, c'est-à-dire comment on crée un lien autrement. C'est-à-dire ne pas être ni pour ni contre, parce que là, on est pour et contre des mesures qui sont prises au fur et à mesure qu'elles sont prises, mais comment on peut renforcer ce lien quand on sait combien le lien est indispensable, en particulier pour l'immunité, je reviens là-dessus, et que plus on est lié, plus on se sent lié, plus la qualité du lien est renforcée, plus on vit vieux, heureux et en bonne santé. Il y a des milliers d'études et des méta-analyses qui viennent le confirmer. Donc comment on peut, en dehors de ces tendances, les pour, les contre, les sceptiques, les complotistes, les journalistes, les réseaux sociaux, enfin tout ce qu'on connaît par cœur de nos vies, mais ce sont nos vies. On ne peut pas aller contre la vie aujourd'hui en 2020. Comment on peut ensemble créer autre chose autrement autour du lien ? Et c'est pour ça que je crois que les entreprises en particulier ont un rôle extrêmement important à jouer, c'est-à-dire les entreprises et les étudiants. Côté entreprise, est-ce que le moral joue réellement sur la productivité ? Bien évidemment. Dès que vous avez une chute de morale, c'est absolument catastrophique, mais à titre individuel, vous en rendez compte immédiatement. Donc c'est pour ça que nous, on a joué immédiatement là-dessus. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je n'ai pas développé, mais dans les rituels, par exemple, ce que l'on a fait quand on était tous confinés, c'est par exemple, on a créé des groupes WhatsApp. C'est-à-dire que dans l'organisation générale de l'entreprise, on a demandé à tous les directeurs d'agence, il y en a 23 sur toute la France, d'avoir un propre groupe WhatsApp pour échanger sur les bonnes pratiques qu'ils pouvaient avoir entre eux. Bien évidemment, le téléphone se conservait, c'est-à-dire que nous, dirigeants, on appelait régulièrement pour prendre des nouvelles des collaborateurs, quels qu'ils soient, hein, pas que des directeurs d'agence, pour comment ça se passe dans leur famille, comment vont les enfants, comment ils vivent ça. Puisque, en fait, la première difficulté qui nous est remontée, c'est comment des gens pouvaient travailler avec des enfants à la maison. Ça, c'était quelque chose qui était catastrophique. On voyait les gens s'épuiser parce qu'ils voulaient tous bien faire dans la difficulté, et on les voyait s'épuiser et perdre le moral. Donc on s'est dit immédiatement comment on peut mettre des services de nounou de façon à soulager les collaborateurs qui avaient besoin de travailler ou même de prendre une pause, ne serait-ce que d'un moment de se dire ouf, faut que ça y est, je me décontracte et j'essaye d'évacuer ce stress supplémentaire qu'a créé ce Covid. C'est surtout sur ça qu'on a travaillé, c'est-à-dire garder ce lien, comme vous disiez, donc redonner de la positivité et faire en sorte que ça... Et donc l'idée était, parce que par exemple on a des collaborateurs qui sont partis parce l'occasion a fait qu'ils ont trouvé notre travail, et ça crée un stress, alors que c'est plutôt positif pour la personne. Et donc il fallait expliquer aux gens que c'est pas parce qu'un collaborateur partait que c'était pas très grave. Nous sur cette période-là, hein, on perd 40% du chiffre d'affaires, et en termes de collaborateurs, entre le début de l'année qui est donc au 1er janvier, hein, c'est pas encore le Covid, et aujourd'hui, il y a 100 collaborateurs de moins dans l'entreprise. Donc, et essentiellement des départs volontaires. Donc on n'est pas du tout dans une... Mais le fait d'avoir perdu 100 collaborateurs, donc il a fallu expliquer en permanence que c'était des départs, que ces gens-là repartaient sur une nouvelle aventure, c'était plutôt positif et qu'il fallait le voir d'une bonne façon. Je vois un étudiant, et donc je le dis, on a conservé par exemple de notre pratique qui est de prendre des étudiants en alternance, de prendre des stages de troisième pour l'insertion dans l'entreprise. Parce que pour pas casser cette chaîne,
Parce que si on casse cette chaîne-là, c'est catastrophique. C'est-à-dire tout. Enfin, on est tous, on vit tous j'allais dire, ensemble, dans un environnement commun. Et si on commence à dire, ben non, ben c'est fini, on prend plus personne, on rompt, on rompt surtout la chaîne de la vie. En parlant d'environnement, tu nous as parlé de toi et de tes camarades à l'université, mais parlons de toi et de ta famille, parce qu'on a beaucoup parlé de la place des jeunes, de la responsabilité des jeunes dans la diffusion de cette maladie. Comment tu te comportes avec ta famille? Avec ma famille, du coup, vis-à-vis du confinement, c'est vrai que pour beaucoup d'étudiants, et j'en fais partie, le confinement, ça a été synonyme de retour au domicile parental. Et il s'est fait, c'est vrai pour ma part, avec difficulté, pour des raisons X ou Y. Mais je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. Et on parle beaucoup de l'isolation des jeunes, mais il y a aussi la difficulté qui est liée aux causes familiales, aux difficultés du retour chez soi. Parfois, des étudiants qui, à la suite du confinement, ont aussi dû lâcher leur appartement pour de bon, puisqu'ils avaient perdu leur revenus. Le retour chez les parents, c'est difficile parce qu'en plus, au-delà des difficultés pour les plus graves, de violence ou que sais-je, c'est aussi s'éloigner parfois de la fac, s'éloigner de son environnement de travail, des bibliothèques universitaires, de ces groupes de travail qu'on s'était constitués avec d'autres étudiants. C'est tout un tas de difficultés, même pour les familles nombreuses. Parfois, suivre des cours en amphithéâtre rediffusés chez ses parents, c'est complètement impossible à cause du mouvement de tous. Et alors, je voulais revenir du coup sur ce qui a été dit, puisqu'on a beaucoup élaboré la thématique du lien. Et le lien, c'est effectivement important. La deuxième famille qu'on a à la fac, les deuxièmes figures parentales qu'on peut avoir, c'est les enseignants. Et c'est vrai que le confinement, du coup, a complètement réinventé la relation entre apprenants et enseignants, dans le sens où il y a eu une fracture du numérique qui s'est fait naturellement, qui s'est imposée, puisque, comme vous le disiez, c'est un état de fait. On ne peut pas regagner les établissements publics comme ça. Ceci dit, du coup, l'enseignement numérique s'est énormément développé. Et ça a créé une proximité très importante avec les enseignants qui ont dû vulgariser, qui ont dû faire preuve de transparence vis-à-vis des étudiants qui étaient pour beaucoup dans l'incertitude, à la fois sur les enseignements, sur le contrôle de connaissances, aussi l'administration qui a dû expliquer quels étaient les moyens et comment on allait regagner les bancs de la fac. Alors du coup, ça crée une connexion, un rapprochement. C'est-à-dire que ça a créé une forme de promiscuité. Ouais. Merci. Bravo. Promiscuité, mais même pour les enfants petits. Pour les enfants petits, ça a créé, parce que ça a obligé les enseignants aussi à se réinventer et à trouver de nouvelles formes et de nouvelles façons d'être, pas uniquement dans la transmission de savoir, et c'est ça qui est important, mais dans la façon d'être. C'est ça qui a joué beaucoup. Merci à vous quatre. On va prendre quelques questions du public pour prolonger la conversation. Absolument. Pour prolonger ce débat, qui a une question peut-être ou sur donc les effets confinement, déconfinement? Alors en attendant peut-être qu'une main se lève, moi j'avais envie de vous interroger aussi, professeur, sur ce qu'on appelle le report des soins non-Covid. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez constaté en psychiatrie, que vous craignez, que vous redoutez, des décompensations un peu tardives? Oui, bien sûr. C'est quelque chose qu'on a vécu, qu'on vit encore. Comme je le disais, on a essayé au maximum d'inventer de nouvelles formes de soins, de nouvelles formes de prise en soins, en prise en charge, notamment avec aussi les outils numériques, mais aussi avec un travail même au plus fort de la crise de nos soignants qui ont poursuivi les visites à domicile pour essayer, parfois dans des conditions très difficiles, pour essayer de garder ce lien, mais on est encore en train de voir qu'on a pu perdre certains patients et d'essayer de les ramener aux soins et de les soigner au mieux. Et d'autant plus qu'une part importante pour les personnes qui ont des troubles mentaux sévères, une des choses les plus dures pour eux, c'est de s'intégrer dans la société, c'est d'aller vers les autres.
Le confinement, parfois, il a été bien vécu par certaines personnes. Au contraire, ils nous disaient, mais moi, c'est exactement ce que je veux. Je suis chez moi, tranquille, on ne me demande pas de sortir. Et c'est pas grave. Et c'est pas On grave. peut avoir bien vécu le confinement Voilà, aussi. tout à fait. Sauf que notre boulot au quotidien, c'est de les amener vers l'extérieur et d'arriver à les faire ressortir. Et donc là, on a des patients qui ont perdu en autonomie, qui ont perdu en capacité d'aller vers les autres, vers le quotidien, à retrouver une vie normale qui est source d'anxiété majeure. Parfois, ce déconfinement a pu être plus traumatique que le confinement en lui-même pour certains. Merci beaucoup. Pas de questions? Si je vois une main là-bas, s'il vous plaît, monsieur au fond de la salle. Merci beaucoup, Grégory Canonge. Donc, merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment très intéressante. Et pour la peine maintenant, j'aurais peut-être voulu vous entendre très brièvement chacun sur la manière dont vous entrevoyez l'avenir. Donc, chacun dans vos positions. Et vraiment, vu que je pense que tout le monde pourra en bénéficier, mais est-ce que c'est plutôt quelque chose de positif, quelque chose de plus négatif? Et je voudrais vraiment vous entendre par rapport à votre ressenti en date d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour ma part, je ne sais pas si c'est en positif ou en négatif. En tout cas, je crois que là, ce que les mois à venir vont nous forcer à faire, c'est de continuer à mettre en œuvre toutes nos capacités d'adaptation au quotidien. Je crois qu'on a bien souligné une chose, et que les informations, les données, l'épidémie évoluent au jour le jour. Sur Montpellier, on le vit. Il y a 2 semaines, on était au même niveau que Bordeaux, par exemple. Et là, Bordeaux, on voit qu'ils sortent de la zone un peu rouge, et nous, on risque d'y tomber lundi. Donc ça nous force à une adaptabilité quotidienne, que ce soit dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. Et je crois que c'est ces ressources-là qu'il va falloir mettre en œuvre et accepter de déployer, ce qui va être coûteux en termes d'énergie, mais je crois que c'est vers là qu'il va falloir aller. Et pour ma part, je suis plutôt optimiste, et je pense qu'on a les moyens, les outils et les personnes qu'il faut pour le faire. Merci. En quelques secondes, Jeanne, Monsieur Ribouet et Arthur. Alors, moi, je partage tout à fait l'opinion qui vient d'être énoncée. Je pense qu'il faut prendre l'étymologie grecque de crisis, de toute façon, qui nous oblige à un mouvement et à une adaptation, comme vous l'avez dit, et à la flexibilité, qui est une compétence de la psychologie qui est majeure. Plus on est flexible, c'est comme la fable de La Fontaine du chêne et du roseau, plus on est flexible, plus on développera les moyens de s'adapter à ce monde qui est en train de se dessiner et dont pour l'instant nous ne connaissons pas grand-chose, mais il va falloir le vivre au jour le jour, sans vouloir ni absolument revenir en arrière, ni absolument de façon artificielle inventer des façons d'être qui ne seront peut-être pas les bonnes pour demain. Donc ça, je crois vraiment que c'est important, et je trouve que c'est essentiel de se rendre compte que oui, comme vous avez posé la question tout à l'heure, je ne me rappelle plus votre nom, mais enfin, à Philippe, voilà, donc à Philippe, c'est qu'on a besoin des émotions pour fonctionner, et que oui, quand on a le moral, on est dopé avec la dopamine, et à ce moment-là, on fonctionne beaucoup mieux, et plus on développera ses compétences émotionnelles, mieux le monde ira. Merci. Donc Philippe. Alors moi, très rapidement, vous avez parlé de flexibilité, donc on a beaucoup donné la parole à nos collaborateurs et on s'est aperçu que beaucoup d'idées très positives sont remontées, et donc on a mis en place, et donc ça leur a redonné confiance, et on se met dans une spirale positive, et c'est comme ça qu'on avance. Donc nous, on est plutôt positifs sur l'avenir. Et Arthur. Et alors, du coup, je vais conclure sur l'optimisme. Ça a été un véritable challenge, le confinement, l'après-confinement et le futur encore. Et aujourd'hui, on connaît les difficultés de la fracture du numérique, mais ça va induire aussi beaucoup d'évolutions, des nouvelles façons d'apprendre, des nouvelles façons d'enseigner. Et donc, je souhaite un enseignement supérieur grandi. Merci beaucoup. On vous applaudit Merci. une nouvelle fois. Merci beaucoup, Béatrice. Jeanne, je rappelle que votre livre est disponible auprès de notre libraire, tout comme ce numéro spécial. On se retrouve à 14h donc pour une table ronde sur les vaccins, pour savoir exactement où nous en sommes, vraiment de cette vaccination qui est très, très attendue.
Il y a également des ateliers qui sont programmés en ligne. Je m'adresse plus particulièrement aux milliers de personnes qui nous regardent derrière leur écran, donc notamment sur la rééducation en sortie de réanimation, ou encore sur l'avocat qui est le partenaire du patient. Donc on se donne rendez-vous en tout début d'après-midi. Merci à vous tous et merci encore à nos invités.